Et si le bizarre n'était pas un défaut, mais une signature? Parmi les milliers d'artistes contemporains qui nourrissent leurs œuvres de passion, d'obsession et parfois de démons, certains arrivent à marquer plus que les autres. Parce qu'ils apportent un petit quelque chose en plus, un trait unique, une patte reconnaissable ou encore un message qui les distingue et les arrache à la masse. Et dans cette sphère rare de créateurs hors normes, où cohabitent H.R. Giger pour la peinture, Banksy pour le street art, David Lynch pour le cinéma ou encore Frank Miller pour la BD, il y a un homme. Un homme aux lunettes noires et aux cheveux en bordel, qui a bouleversé la pop culture avec un univers à mi-chemin entre le conte pour enfants et le cauchemar gothique. Un artiste complet, qui derrière une caméra ou au bout d'un crayon a su imposer un style à la fois tendre, macabre, drôle et mélancolique. Un créateur qui, œuvre après œuvre, nous parle de solitude, de marginalité, d'amour et de mort, avec une tendresse particulière pour les laisser pour compte. Des œuvres dont les parias sont devenus ses héros, et qui ont traversé les décennies pour continuer de résonner encore aujourd'hui, au travers des succès comme des échecs. Vous êtes sur la chaîne d'IRTup, vous regardez Soupa. Et aujourd'hui, on parle de Tim Burton. Alors, parler de Tim Burton, je pense que c'est l'exercice le plus compliqué que j'ai eu à faire depuis que cette émission existe. Parce que Burton, c'est pas juste un réalisateur, c'est un artiste complet. Il dessine, il écrit, il imagine, et bien sûr, il réalise. Et derrière lui, il y a plus de 40 ans de carrière, et surtout pas loin d'une trentaine d'œuvres qui nous donnent presque toutes des infos sur qui il est et ce qu'il anime. Et avec cette vidéo, je me suis fixé un objectif. Retracer son parcours tout en vous donnant un maximum de clés pour comprendre son univers, ses obsessions et ce qui l'inspire. Et ouais, j'avoue que je tremble un peu des genoux. Ah oui, et je vais évidemment pas m'attarder sur chacun de ses films et productions. Le mec a été beaucoup trop productif pour mon propre bien. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur un film en particulier, sachez qu'il y a des dizaines de vidéos d'analyse ultra qualitatives qui pullulent sur YouTube. Mon but à moi, c'est de vous parler de Burton, de qui il est, de ce qu'il a apporté au monde et de pourquoi il compte encore aujourd'hui. Bref, ça risque d'être assez dense, alors autant commencer tout de suite. Et on va commencer logiquement par le début, avec son enfance. Et déjà là, vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire. Parce que si Burton est Burton, c'est en très grande partie à cause ou grâce à cette époque. Timothy Walter Burton, il naît en 58 à Burbank, en périphérie de Los Angeles. Et là, on peut déjà faire un premier stop. Parce que Burbank, il faut savoir que c'est une ville qui est un peu particulière. D'un côté, c'est une banlieue typiquement américaine, avec ses pelouses impeccables, ses maisons bien rangées et ses rues tranquilles. Mais de l'autre, c'est surtout un des plus gros pôles de l'industrie du divertissement, avec des studios comme Disney, Warner ou Universal qui y ont posé leurs valises. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça va être important un peu plus tard. Donc dans ce décor bien propre et bien cadré, il y a le petit Tim. Et le petit Tim, il s'ennuie pas mal. En fait, très jeune, il sent surtout qu'il n'est pas à sa place. Tim, c'est un jeune garçon introverti, solitaire, pas très bon à l'école et surtout surprotégé par ses parents. Et il a beaucoup de mal à se faire des amis, notamment parce que les passions des enfants de son âge, ça le touche pas. En gros, Tim, c'est pas le genre de gosse à sortir taper un foot dans le lotissement avec ses voisins. Non, lui, il préfère rester seul dans sa chambre, dans le noir, à regarder des films d'horreur. Et sa famille, elle comprend pas trop ce délire, parce qu'il se réfugie dans un imaginaire qui est jugé assez glauque. Ce qui plaît aux jeunes garçons, c'est les films d'Universal, comme Frankenstein ou La Momie, les films expressionnistes allemands des années 50, et ceux plus fauchés d'Ed Wood, qui est considéré comme le pire réalisateur de l'histoire et dont on va reparler un peu plus tard, ou encore les films de Vincent Price, un acteur monumental du cinéma de genre américain qui a à son palmarès une liste de films indécemment trop longue, avec des titres assez évocateurs comme L'abominable Dr. Phibes ou encore Le théâtre de sang, et qui va très vite devenir l'acteur fétiche du jeune garçon. Et cet imaginaire sombre, étrange et un peu cabossé, en plus de lui offrir un refuge qui lui permet d'échapper au quotidien, ça va très vite nourrir son esprit. Et ses dessins. Parce que Tim, il se met à dessiner très tôt, et surtout énormément, inspiré entre autres par Edward Gorey et ses illustrations à la fois morbides, enfantines et décalées. Et ce goût pour le dessin, faut bien comprendre que c'est vraiment le fondement de son univers. Parce qu'avant d'être réalisateur, Burton, c'est surtout un dessinateur, un artiste. Il crée des images pour mettre en forme ce qu'il a dans sa tête. Ses idées, ses émotions, ses bizarreries, tout passe avant tout par sa main. Et c'est aussi la base de la majorité de la production de ses films. Et petit à petit, il construit son propre monde intérieur. Un monde étrange et décalé, qu'il protège de la réalité, de cette banlieue trop propre, trop lisse, trop figée, où les gens lui paraissent étranges, justement parce qu'ils sont normaux. Mais attention, Burton, c'est pas non plus le cliché de l'ado reclus qui fait rien d'autre que déprimer dans sa chambre. Non, Tim, il fait des trucs, et même assez tôt. Au lycée, par exemple, il va participer à un concours pour redesigner les camions de poubelle de sa ville, et c'est lui qui va gagner avec ce visuel, en disant plus tard qu'il voulait mettre un peu de vie dans cette banlieue terne. Alors là, déjà, on peut dresser un premier portrait du bonhomme. Burton, il voit la vie rangée comme un truc étouffant, déshumanisant. Et c'est dans des œuvres que beaucoup trouvent dérangeantes que lui, il trouve de la beauté. En gros, Tim, il a de la tendresse pour les parias, pour les monstres et les gens bizarres, les freaks. Et cet amour pour les laisser pour compte, c'est quelque chose qui va garder toute sa vie. Et ça va même venir façonner sa carrière de réalisateur qui arrivera quelques années plus tard. Et qui d'ailleurs, va pas sortir de nulle part.
Parce qu'avec autant d'amour pour le cinéma, Tim, en plus du dessin, il veut très vite s'essayer à la réalisation. Et avec une vieille caméra, des figurines, de la pâte à modeler et surtout beaucoup d'imagination, il commence à tourner des petits films qui mêlent animation, stop motion et prise de vue en temps réel. Ces courts-métrages, il va les présenter dans un programme d'art proposé par son lycée, qui va rencontrer un joli succès. Parce que Tim, il a pas mal de talent et surtout un univers visuel qui commence doucement à prendre forme. Et souvenez-vous, Burbank, c'est une ville où les studios de cinéma, ils sont partout. Et ce programme-là, vous vous doutez bien qu'il est surveillé de très près par les chasseurs de tête des studios, et notamment ceux de chez Disney. Et c'est grâce à ces petits films faits maison, mais déjà très marqués visuellement, que Tim Burton va se faire repérer par la firme aux grandes oreilles. Les recruteurs de Disney, ils lui proposent d'intégrer le programme d'animation de la Californian Institute of Arts, ou CalArts, une école fondée par Walt Disney dans les années 60 pour former les futures générations d'animateurs maison. Donc là, imaginez-vous 2 secondes à sa place. Tim, il a 18 ans. Il termine le lycée et on lui propose une place dans une des écoles de création les plus réputées des États-Unis parce qu'on estime qu'il a suffisamment de talent pour suivre le cursus. Donc pour lui, ça, c'est juste la folie en fait. Parce que d'un coup, c'est plus le mec bizarre du quartier, ça devient un artiste en devenir prometteur à qui on va pouvoir donner l'opportunité de dessiner, de créer, de développer son monde, son univers et ses thématiques. En gros, la possibilité de devenir un artiste accompli. Bref, c'est oufissime. Et c'est plein d'enthousiasme et des étoiles dans les yeux que Burton intègre l'école. Mais malheureusement pour lui, ça va pas se passer si bien que ça. Burton débarque à la CalArts en 77 et il va y côtoyer et même se lier d'amitié avec quelques grands futurs noms d'animation comme John Lasseter ou Brad Bird. Mais très vite, il se rend compte d'un truc. Malgré la qualité de la formation qui est juste exceptionnelle, on parle quand même de Disney, cette école, elle est pas pour lui. Parce que la CalArts, c'est avant tout une usine à former des animateurs à la sauce Disney. Une école où on apprend à dessiner les grands yeux, les jolies boucles, les animaux qui chantent, et où on laisse très peu de marge de manœuvre aux étudiants. Et le style Disney, je vous apprends rien en vous disant que c'est tout l'inverse de l'univers de Burton, avec ses personnages tordus, sombres, maladroits et un brin inquiétant. Ce qui fait que pendant les 3 ans de sa formation, il va très mal vivre sa scolarité. Parce qu'il refuse catégoriquement de faire des concessions artistiques, et il supporte encore moins l'idée qu'on forme des artistes à la chaîne, sans jamais leur permettre d'exprimer leur personnalité. Mais malgré tout, il apprend énormément. Donc même si c'est difficile, il s'accroche. Jusqu'à arriver à la fin de son cursus, où il va présenter son court-métrage de fin d'études. Stalk of the Celery Monsters, c'est une vidéo de 2 minutes mettant en scène un dentiste psychopathe. Et déjà, tout l'univers de Burton est là. Des personnages filiformes et déformés, une ambiance saccadée et expressive, une comédie entre horreur et comédie noire. Ce court-métrage, c'est un vrai laboratoire de style et surtout une vraie claque pour les examinateurs. Parce que même si c'est pas du tout ce qu'on attend d'un élève made in Disney, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce que vient de pondre Burton, c'est assez exceptionnel. Il a du talent, beaucoup de talent. Et ce talent, il intéresse beaucoup Disney. Et malgré l'univers du monsieur qui colle pas du tout avec la ligne éditoriale de l'entreprise, le studio lui propose un poste dès sa sortie d'école. Et en 79, le voilà directement catapulté chez Disney en tant qu'animateur. Et sans surprise, ça se passe pas très bien. Comme à l'école, on lui demande surtout d'être un technicien et pas un auteur. Et pour un créatif comme lui, qui est ultra productif, ultra imaginatif et qui a énormément de choses à dire, c'est un vrai crève-cœur. Mais Burton, comme je vous le dis, c'est un battant. Il lâche rien. Et il fait petit à petit ses armes, jusqu'à finir par décrocher un poste d'artiste concepteur sur le film Taram et le chaudron magique. Et là, il se dit que les galères, elles sont terminées, parce que tout est dans le nom. Artiste concepteur. Avec ce rôle, il croit qu'il va pouvoir enfin s'exprimer, montrer ses idées et pouvoir injecter un peu de son univers. Sauf que, toutes ces propositions sont rejetées. Absolument toutes. C'est jugé trop sombre, pas adapté aux enfants. Et Burton, il se prend un sacré coup derrière la tête. Sauf que cette fois-ci, il décide de se faire entendre. En gros, il va voir ses supérieurs et il proteste. Il insiste, il lâche rien, parce qu'il veut qu'on donne du crédit à ses idées. Et ça va finir par payer. Parce que 2 responsables de Disney, intrigués par son entêtement et surtout par son talent, décident de lui allouer $60 000 pour produire un court-métrage avec une totale liberté créative, dans le but de voir ce qu'est capable de produire le monsieur. C'est comme ça qu'il réalise Vincent, un film en stop-motion, hommage avoué à Vincent Price, qui prête d'ailleurs sa voix au film. Vincent, c'est un condensé de tout ce qu'aime Burton. Le cinéma d'horreur, Edgar Allan Poe, le théâtre d'ombre, les enfances solitaires, les rires macabres. L'animation, elle est sublime. La réalisation, elle est d'une maîtrise assez rare, et le film, il va même remporter de nombreux prix lors de sa diffusion en festival. En gros, tout le monde est d'accord là-dessus. Vincent, c'est un pur bijou. Sauf que, et je pense que vous commencez à piger le pattern, Disney n'en veut pas. C'est trop sombre, ça peut pas plaire aux enfants, et on met ça au placard. Encore une fois, talent reconnu, mais univers rejeté. Mais malgré tout, avec ce premier succès critique, Burton il gagne la confiance du studio, qui va lui confier la réalisation d'un téléfilm, Hansel et Gretel, avec un budget de $160 000. Alors pourquoi tous les acteurs sont asiatiques? J'en ai absolument aucune idée. J'ai rien trouvé là-dessus et en fait, on s'en fout un peu. Ce qu'il y a à retenir avec ce projet, c'est que Burton, il a réussi, malgré le fait que ce soit une commande, à poser quelques bribes de son univers, même si c'est pas grand-chose. Et surtout, c'est que le film, il a été plutôt bien reçu lors de sa diffusion. Et ça, ça va motiver Disney à enfin lui offrir une vraie opportunité. Cette fois, on lui confie $1 million pour qu'il réalise un court-métrage à sa manière. Burton accouche alors en 84 de Frankenweenie,
un vrai bijou, tourné en noir et blanc avec un style volontairement inspiré de l'expressionnisme allemand. Le film regorge de références au film des monstres des années 50 avec Frankenstein en tête de liste et raconte l'histoire d'un jeune garçon qui tente de ramener son chien à la vie. Et avec Frankenweenie, on sent que Burton il a atteint une vraie maturité artistique. Ses idées elles s'affinent, son découpage il gagne en précision, ses références elles sont digérées et assumées. Et il arrive à proposer un film à la fois tendre, mélancolique et dérangeant. Bref, c'est de l'excellent taf. Mais vous l'avez deviné, Disney déteste, c'est trop sombre, c'est trop bizarre, c'est pas exploitable. Alors je tiens quand même à souligner le fait que Disney, ils ont dans leur rang un mec qui depuis le début dit qu'il fera pas de concessions artistiques, et pourtant eux, ils persistent à lui donner des projets de plus en plus gros pour au final toujours être déçus de ce qu'il rend. Je comprends vraiment pas cette logique, mais bon, on peut au moins les remercier d'avoir donné à Burton de quoi gagner en expérience. Bref, donc là, c'est un nouvel échec pour Tim. Et surtout, c'est l'échec de trop. Il a 27 ans, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup appris et il a surtout beaucoup mûri. Et avec ça, il a compris une chose fondamentale. Il pourra jamais s'épanouir au sein de Disney. Parce que son style, il est trop à part, son imaginaire, il est trop marqué et ses obsessions sont trop personnelles. Alors, il prend la seule décision possible. Il claque la porte. Il quitte le studio qu'il a formé, qui lui a tendu la main, mais qu'il a aussi freiné pendant toutes ces années. Et vous savez quoi? C'était peut-être le meilleur move de toute sa carrière. Maintenant qu'il a quitté Disney, Burton il veut évidemment continuer à réaliser des films. Et il va rapidement signer pour un moyen-métrage intitulé Aladdin et sa lampe merveilleuse pour la télévision. Un film assez anecdotique et surtout qui n'a aucun élément qui rappelle la patte de l'artiste et qui aurait très clairement pu être réalisé par n'importe qui. Le seul point notable, c'est la présence de Leonard fucking Nimoy dans le rôle du méchant magicien. Et rien que pour cette image, ça peut valoir le coup d'œil. Mais à part ça, c'est un projet de commande que Tim a surtout accepté parce qu'il faut bien manger. Mais au-delà de ça, cette expérience, elle lui fait surtout comprendre un truc fondamental sur lui-même. S'il se sent pas connecté à une histoire ou à un univers, ce qui était le cas avec ce film, il n'arrive pas à s'investir. Il laisse alors complètement de côté son propre imaginaire et passe en mode automatique. Et pour lui, c'est hors question de revivre ça. Et là, selon les points de vue, on pourrait dire que Burton, il est un peu difficile, voire capricieux, et qu'il rate peut-être des opportunités. Mais on peut aussi se dire que savoir ce qu'on veut pas, c'est aussi une force. Et personnellement, je suis dans cette deuxième catégorie. Mais il faut quand même reconnaître une réalité. Dans le monde artistique, refuser des projets quels qu'ils soient, surtout en début de carrière, c'est un luxe très dangereux. Et pourtant, Burton, il va rester fidèle à lui-même. Et ça va plutôt bien lui réussir. Parce qu'à la même époque, il y a un programme pour enfants qui cartonne à la télé américaine. Cette émission, c'est le Pee-wee Herman Show, animé et incarné par l'acteur Paul Rubens, qui met en scène un personnage d'homme-enfant, loufoque, à l'univers ultra coloré et très marqué, légèrement flippant et en ce qui me concerne, assez cringe. Et Rubens, avec le succès de son show, il va en faire une adaptation au cinéma. Et pour réaliser son film, il pense à personne d'autre que Burton. Parce que Rubens, il a vu Vincent et il a vu Frankenweenie et il se dit que ce gars-là, avec qui il partage des personnages et des univers atypiques, c'est pile ce qu'il lui faut. Et Burton, de son côté, lui aussi, étonnamment, il aime le projet. Parce que l'histoire de Pee-wee, elle est très simple. Il veut juste retrouver son vélo. Il veut pas sauver le monde, il veut pas affronter un empire galactique, il veut juste retrouver son vélo. Et Burton, il adore ça. Il adore ce genre de récit à petite échelle, centré sur des héros bizarres et touchants. Donc, il accepte le projet. Alors ce film, il est assez important, parce qu'il marque plusieurs fois assez majeur dans la carrière de Burton. Déjà, c'est son premier projet d'envergure après Disney. C'est aussi son premier long métrage à être diffusé au cinéma avec un budget assez conséquent. Et surtout, c'est sa toute première rencontre et collaboration avec un certain Danny Elfman, le compositeur de quasiment toute sa filmographie, qui va donner à son univers une signature musicale instantanément reconnaissable et une vraie dimension supplémentaire, en plus de devenir un véritable ami de longue date. Burton et Elfman, c'est presque à considérer comme un duo, tellement les deux hommes se sont trouvés à partir de ce film et ont connecté et rendu indissociables leurs compétences. Alors, Pee-wee Big's Adventure, on va être très clair, c'est un film vraiment particulier. Le personnage, il est étrange, parfois dérangeant, souvent loufoque, et pourtant, ça va être un vrai carton, avec plus de 40 millions de dollars au box-office. La patte de Burton sur le film, qui est pas totalement affirmée mais déjà bien présente, associée à la musique de Danny Elfman et surtout au jeu de Rubens, tout ça, ça donne un film à part, qui a divisé, mais qui a vraiment marqué les gens. Et surtout, ce film, c'est vraiment celui de la délivrance pour Burton. Parce qu'en un seul essai, Tim, il arrivait à sortir de l'ombre de Disney, et en plus de ça, à gagner de la crédibilité auprès du public, en s'imposant comme un jeune réalisateur à suivre. Et ça, c'est évidemment que le début. Après le succès de Pee-wee, Burton, il s'est fait une place à Hollywood, et il compte bien s'en servir pour montrer au monde quel est son univers. Et il va recevoir un script pour un film d'horreur intitulé Beetlejuice. Sauf qu'à l'origine, le scénario, il parle d'un démon tueur et violeur. Ambiance. Et ça plaît pas beaucoup à Burton, parce que chez lui, la violence gratuite, ça a aucun sens. Même si ses univers sont sombres et étranges, il y injecte toujours un décalage comique, parce qu'il préfère l'absurde à l'horrifique pur. Du coup, il réécrit absolument tout. Et résultat, en 88 sort Beetlejuice, une comédie macabre qui va devenir un de ses films les plus cultes. Le couple des Maitland meurt dans un accident de voiture et revient hanter leur maison sous la forme de fantômes. Sauf qu'un jour, leur maison, elle est rachetée par de nouveaux propriétaires un peu envahissants. Et pour les faire fuir, ils font appel à un exorciste d'humains,
Beetlejuice. Alors ce film, c'est une pierre angulaire de la filmographie de Burton. On y retrouve des hommages assumés à l'expressionnisme allemand, des décors tordus, un ton grotesque et cartoon, et surtout un thème nouveau pour Burton, être mort, c'est parfois plus fun que vivant. C'est aussi la première fois que Burton y dirige un gros casting avec Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Ryder ou encore Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice. Et à cette époque, il faut bien être conscient qu'aucun film ne ressemble à Beetlejuice. C'est un vrai ovni, un mélange des genres aussi bizarre que brillant, et surtout une vraie lettre d'amour aux freaks, aux ados paumés et aux artistes marginaux. En fait, on va faire très simple. Beetlejuice, c'est le film qui propulse l'univers de Tim Burton sous les projecteurs et le fait connaître auprès du grand public. Il a un style, des thèmes et une signature. Et ça, tout le monde commence à le comprendre. Et après un tel succès, comment faire pour aller plus loin? Facile. Si on s'attaquait à un super-héros. Si on s'attaquait à Batman. Bon, là il faut replacer les choses dans leur contexte. En 89, Batman au cinéma, c'est pas vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui avec les films de Nolan ou Pattinson. À l'époque, Batman, c'était ça. Et vous voyez, nous sommes toujours là. Courage, mes oiseaux! Vite à nos parapluies! Ouais, c'était flashy, potache et presque parodique. Ça, c'est le Batman de 1966. Et depuis, personne n'a vraiment osé retenter le Chevalier Noir, qui est pas noir d'ailleurs à ce moment-là, sur grand écran. Mais pendant ce laps de temps, dans les comics, Batman, il a eu le temps d'évoluer. Notamment avec des auteurs comme Frank Miller ou Alan Moore, qui l'ont amené vers quelque chose de plus sombre, de plus adulte, de plus tourmenté et surtout de plus crédible. Et c'est exactement cette direction que veut prendre Burton. En gros, il va être le premier à transposer le Batman sombre des comics à l'écran, avec son style bien à lui. Une Gotham gothique, industrielle, étouffante, très inspirée du film Metropolis de Fritz Lang, un Batman beaucoup plus crédible, beaucoup plus humain, ambivalent et solitaire, et surtout un Joker explosif, théâtral, inquiétant, qui incarne à lui seul l'ADN des personnages de Burton, anormaux, flamboyants et fascinants. Faut bien comprendre qu'avec Batman, Burton il signe pas juste une adaptation réussie. Il réinvente complètement le blockbuster moderne en imposant une vision d'auteur dans le monde ultra balisé du film de super-héros. Et surtout, il fait de Batman une icône sombre et sérieuse que le grand public prend enfin au sérieux et qui est d'ailleurs toujours d'actualité de nos jours. Batman, c'est une véritable fracture dans le monde du cinéma de l'époque. Et le résultat, il est exceptionnel. 411 millions de dollars au box-office mondial et surtout un énorme choc culturel pour l'époque. Burton, il vient tout simplement de changer les règles du jeu. Et il l'a fait à sa manière, avec ses freaks, ses thématiques, ses visuels et ses obsessions. Donc Burton, en seulement 2 films, il devient un véritable pilier du cinéma américain. Sa patte artistique, ses thématiques, tout relève du génie et surtout du jamais vu. Et alors qu'on pourrait croire qu'il avait trouvé sa voie dans le blockbuster, Tim, il va surprendre tout le monde l'année suivante. Parce qu'en 90, il sort ce que beaucoup, moi y compris, considèrent comme sa meilleure production, Edward aux mains d'argent. Ce film, c'est la création la plus intime du réalisateur. Edward, ce personnage qui vit avec des ciseaux à la place des mains, qui détruit malgré lui tout ce qui touche, mais qui est aussi capable de créer des merveilles que personne d'autre ne peut réaliser, a terminé tout le monde. Le film, il parle de la marginalité, du regard des autres, de la fausse bienveillance et de la cruauté cachée derrière les sourires polis. C'est surtout une critique cinglante de ces braves gens qui exploitent la différence tant qu'elle leur est utile, puis rejettent ceux qui ne rentrent plus dans le cadre. C'est aussi un tournant dans la carrière de Johnny Depp, qui devient l'alter ego de Burton à l'écran, comme Danny Elfman l'est devenu pour la musique. Le début d'une longue, très longue collaboration. Edward aux mains d'argent, c'est pas juste un film culte, c'est une œuvre qui touche au sublime, poétique et cruel autant que tendre et brutal. C'est un film enseigné dans les écoles de cinéma, disséqué dans les cours d'analyse filmique, c'est une vision, un cri, un vrai chef-d'œuvre. Et c'est surtout la première œuvre 100% originale de Burton. Et surtout, sa plus personnelle, celle où il se met à nu, où il nous fait comprendre que c'est un peu lui, Edward. Parce que c'est une métaphore directe de l'enfance de Burton à Burbank, une banlieue bien trop lisse pour un gamin aussi singulier. Bref, si vous avez jamais vu ce film, arrêtez cette vidéo et allez-y. Non mais vraiment, fermez tout, je vous en veux pas, promis. Alors là, c'est bon. Burton, c'est plus juste un réalisateur stylé, c'est devenu un auteur, un poète du bizarre, une voix à part dans le paysage hollywoodien. Chaque nouveau film qui sort est plus marquant que le précédent, et avec Edward, il atteint la stratosphère. Donc après ce véritable banger absolu, la Warner veut que Tim réalise la suite de Batman, en lui laissant cette fois-ci carte blanche totale. Le monsieur, il est au sommet et il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et là, on rentre dans une période charnière pour la carrière de Burton, parce que c'est là que les choses vont commencer à se compliquer. Batman 2, c'est un film très particulier. Déjà, on voit quasiment pas Batman, parce que le focus est beaucoup plus mis sur les antagonistes que sont Catwoman et le Pingouin. Ces personnages, ils sont très étranges, très cassés. Ce sont les personnages que Burton a voulu mettre en avant dans son métrage, en faisant les héros immoraux au détriment du Chevalier Noir. Batman 2, c'est un film qui a fait scandale à sa sortie, le studio ayant reçu des tonnes de plaintes de la part de parents qui jugeaient le film trop sombre et trop adulte, mettant en scène une Catwoman très sexuelle et un Pingouin vraiment repoussant. Pourtant, comme dans le reste de son travail, les personnages, ils sont volontairement traités comme ça par Burton, pour faire ressentir le malaise, mais également appuyer leur
leurs différences et surtout pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont. Encore une fois, ici on n'analyse pas les films, mais il faut bien se dire que les antagonistes de Batman 2 sont extrêmement développés et recherchés dans leur background, qui fait que ce qu'on voit à l'écran, ce n'est que la conséquence d'une société qui les a rejetés. Mais Hollywood et le grand public sont ce qu'ils sont. Eux, ils voulaient du divertissement, et tant que ça passait, on portait Burton au sommet. Mais avec Batman 2, beaucoup estimaient qu'il allait trop loin et qu'il avait franchi la ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ce projet qui va lui attirer les foudres du public, le monsieur, il va travailler sur une œuvre qui est très certainement devenue sa plus iconique et surtout sa plus culte. Ce film, vous le connaissez tous, parce que c'est L'étrange Noël de Mr. Jack. Un film créé en collaboration avec Disney. Parce que après toutes ces années et voyant finalement que Tim avait réussi à percer et plaire au public, la firme aux grandes oreilles est revenue la queue entre les jambes vers Burton pour lui proposer de créer un film en stop motion basé sur un de ses poèmes qu'il avait écrit pendant qu'il travaillait pour eux. Alors je m'arrête 2 secondes sur Mr. Jack pour débunker un truc qui reste même encore aujourd'hui certainement la plus grande source de désinformation au sujet de Burton. Parce que ce film, il n'est pas de lui. Non, c'est pas lui qui l'a réalisé. C'est Henry Selick. Et si je dis ça, c'est parce qu'on voit très souvent des gens dire que c'est le meilleur film de Burton, alors que c'est pas le sien. Alors attention, il a pas réalisé le film, ça c'est vrai, parce qu'il était occupé justement sur Batman 2. Par contre, il a conçu les décors, les personnages, l'univers, et il a donné énormément de directives à Selznick pour la réalisation. Donc non, c'est pas un film réalisé par Burton, mais c'est définitivement un film de Burton, avec son univers et sa patte graphique immédiatement identifiable, en plus d'être un succès commercial monstrueux, et surtout, qui a donné naissance à un des personnages les plus connus de la pop culture. Et croyez-moi, je vis avec une femme qui pourra pas vous dire le contraire. Et après le scandale qu'a apporté Batman 2, Burton il va à nouveau surprendre tout le monde d'une manière encore plus originale, en sortant Ed Wood. Un biopic en noir et blanc sur son réalisateur favori, connu comme étant le pire de l'histoire, dans lequel il met complètement de côté son style pour créer son amour et son admiration à une des personnes qui l'a amené à être qui il est. Et ce film, bien que très sympa, il va choquer pas mal de personnes parce qu'on retrouvait rien de ce qui faisait Burton et qui va amener le public à voir d'une autre manière le réalisateur, et pas forcément la plus sympathique. Puis vient 2 ans et 5 ans plus tard, Mars Attack et Sleepy Hollow. Le premier, c'est un hommage à de vieilles cartes à collectionner des années 50 et met en scène une invasion extraterrestre avec un casting 5 étoiles, mais qui va être très mal reçu aux États-Unis parce que le film était surtout une critique assez salée de la société américaine. Et le second, c'est une adaptation d'un conte américain, où là, pour le coup, tout est très marqué par le style de Burton, qui aurait dû être un succès, mais qui va finalement recevoir un accueil assez tiède. Parce qu'à ce moment-là, il se passe un truc. Le public commence à décrocher. L'excentricité de Burton, son goût pour le bizarre, ses tentatives de proposer autre chose, tout ça, ça fait plus autant l'unanimité, et le public est de moins en moins séduit par les productions du créateur. Et cette relation douce-amère, c'est malheureusement ce qui va constituer la suite de la carrière de Burton. À partir des années 2000, la carrière de Tim, elle prend un autre virage, moins glorieux. Car comme je vous le disais, dans les années 90, il est au sommet. Ses films cartonnent, son univers s'impose et son nom devient une marque. Mais à force d'être copié, parodié, assimilé, son style il finit par se diluer dans le paysage. L'univers de Burton, il devient un genre à part entière. L'étrange Noël de Mr. Jack devient une icône pop. Les images, les musiques, les personnages sont partout. Sur les sacs, dans les t-shirts, dans les conventions, dans les jeux, dans les publicités. Bref, ce qui faisait la force de Burton a fini par se retourner contre lui. Il est plus à contre-courant. Il est devenu la norme. Et passé l'an 2000, ce style si singulier, il provoque plus le même choc. Il révolutionne plus rien. Il devient un décor, un gimmick. Et comme souvent dans ce genre de trajectoire, la baisse de hype, elle entraîne une baisse d'exigence, de budget et parfois d'envie. Et ça se vérifie dès 2001, où Burton, après avoir travaillé sur un projet de reboot de Superman qui a été stoppé, se lance dans la réalisation d'un autre reboot de la science-fiction avec La planète des singes. Sauf que ce film, il aurait pu être réalisé par n'importe qui. Le style de Burton est totalement absent. Et le film, malgré un joli succès au box-office, récolte énormément de critiques mitigées. Et ça sonne le début de ce que beaucoup ont appelé la déchéance de Burton. Parce que pendant 2 décennies, Tim, il va petit à petit tomber dans ce qu'il s'était juré de pas faire après Aladdin, accepter des films dont les univers ne lui parlent pas. Comme Charlie et la chocolaterie en 2005 ou encore Alice au pays des merveilles en 2010. Des films qui portent la marque graphique et thématique du monsieur, mais qui n'arrivent plus à créer cette magie, cette originalité qu'apportaient les œuvres comme Batman ou Édouard aux mains d'argent. Pendant 20 ans, Burton, il va enchaîner les projets de studio, mais aussi arriver à réaliser des projets plus personnels, comme Big Fish en 2003. Un film en l'hommage de ses parents décédés quelques temps plus tôt, dans lequel l'artiste livre une fable lumineuse, très colorée et poétique à des années-lumière de son univers de prédilection. Mais il va aussi réaliser des titres bien plus proches de son style, comme Les Noces funèbres ou encore le remake de Frankenweenie, 2 films d'animation excellents qui sonnent comme des retours aux sources et à l'authenticité des débuts. En tout, pendant cette période, Burton il va accoucher de pas moins d'une douzaine de films, jonglant entre adaptations pour Disney ou non, projets personnels et projets plus alimentaires. Mais si certains ont eu un plus grand succès que d'autres, il y a une triste vérité qui sort de cette période. Burton n'est plus considéré comme un grand du cinéma et du monde artistique. Il a fait son temps, il a posé des pierres importantes à son époque et depuis il continue de faire ce qu'il sait faire, courant après un amour du public perdu et en laissant de côté les exigences qu'il avait par le passé. Jusqu'en 2022, quand sort Wednesday, la série Netflix centrée sur Mercredi Adams qu'il coproduit et réalise en partie. Et là,
c'est l'explosion. La série, ça devient un phénomène planétaire, propulsé par le charisme de Jenna Ortega, TikTok et surtout une nouvelle génération qui se reconnaît dans cette héroïne gothique, cynique et solitaire. Wednesday, c'est le retour de Burton dans la lumière. Mais soyons un peu honnêtes, est-ce que c'est vraiment du Burton? Après tout, il est que co-réalisateur et le style, bien que marqué, est largement dilué dans l'esthétique Netflix. Il y a des touches Burton, oui, mais la série reste un produit calibré pour le streaming, où l'originalité se font surtout dans un marketing redoutable et où on prend surtout la surface de ce qu'est l'univers de Burton. Mais malgré ça, Wednesday, ça prouve une chose, l'univers de Tim Burton fascine encore. Même lorsqu'il est repris, digéré, reconditionné pour un public jeune, il garde ce pouvoir d'attraction. Parce qu'il parle aux marginaux, aux rêveurs, à ceux qui rentrent pas dans les cases. Et ce regain de hype, ça va même lui permettre de donner une suite à Beetlejuice en 2024, près de 40 ans après le premier. Une suite qui honnêtement n'apporte pas grand chose. Une simple legacy sequel dans la droite lignée de la mode actuelle à Hollywood, où on ressuscite des vieilles franchises pour surfer sur la nostalgie, comme on a fait avec Star Wars, Scream ou encore Jurassic Park. Burton en 2024 est de nouveau présent dans la bouche des fans. Mais avec le monde actuel qui avance beaucoup trop vite et qui oublie à la même vitesse, il y a une question assez légitime qui se pose. Est-ce que c'est un vrai retour ou juste un clin d'œil nostalgique avant de retourner dans l'ombre ? Alors pourquoi c'était important de repasser toute la carrière de Burton? Déjà pour rendre hommage à un artiste qui a profondément marqué son époque. Un créateur qui, avec ses visuels si singuliers, ses obsessions gothiques et sa manière de mettre les marginaux sur le devant de la scène, a changé à la fois le cinéma, mais aussi le regard qu'on portait sur les freaks, sur les exclus, sur les rêveurs. Burton, c'est quelqu'un qui, par ses influences, a su se forger un langage propre, un style qu'on reconnaît en un clin d'œil, et surtout un style qui a su fédérer, parler à toute une génération de spectateurs qui peut-être pour la première fois se sentaient enfin représentés. Son univers, il l'a depuis longtemps dépassé, il est devenu culte. Ces personnages, ils sont rentrés dans l'univers collectif, ils ont été repris, détournés, réutilisés dans d'autres œuvres, dans d'autres médias. Burton, c'est devenu une icône qui n'a plus rien à prouver. Mais au-delà de ça, ce que je voulais surtout montrer ici, c'est un phénomène plus large, une sorte de cycle tragique que vivent souvent les artistes au style affirmé qui dure trop longtemps, celui de l'essoufflement. Parce qu'à force de creuser le même sillon, on finit par lasser. Ce qui était original devient attendu et ce qui était unique devient cliché. Et ça, Burton, il n'y a pas échappé. Ses œuvres, ce sont pas juste du divertissement, elles sont profondément personnelles, ce sont des fragments de lui-même, sa manière de dire le monde et de l'interpréter. Et pourtant, malgré sa sincérité, malgré les tentatives pour évoluer, le public s'est éloigné. Il a voulu autre chose. Et Burton, en essayant de s'adapter, il a jamais vraiment réussi à retrouver l'équilibre entre son identité profonde et les attentes de l'industrie. Et comme tous les créateurs très marqués, il est aussi ancré dans une époque, dans un moment de l'histoire qui n'est plus. Et chaque tentative de revenir, chaque projet qui cherche à relancer la machine, ça donne parfois l'impression qu'on trahit un peu la magie de ce qui a été. Alors ouais, peut-être qu'il est temps pour Burton de refermer le livre, non pas comme un abandon, mais comme un acte de lucidité, parce qu'il ne refera jamais un film aussi magnifique et impactant que Édouard aux mains d'argent. Parce qu'il révolutionnera plus jamais les codes du blockbuster comme il l'a fait avec Batman. Et le pire, ce serait qu'il essaye à nouveau. Mais malgré tout, son histoire, elle reste précieuse. Et je trouve que c'est même une leçon, une mise en garde pour tous les créateurs. Que l'art n'existe jamais seul, qu'il se frotte toujours à l'industrie, au public et à son époque, et qu'on peut être acclamé un jour et boudé le lendemain. Mais surtout, cette histoire, elle vient nous dire que, finalement, la seule chose qui compte, c'est de rester fidèle à ce qui nous anime. Créer avec sincérité, même si ça plaît plus, même si on a l'impression d'être seul, parce qu'on l'est jamais vraiment. Et Burton, même si avec le temps, il a perdu les faveurs du public, il a malgré tout gardé des fans inconditionnels, ceux qui l'ont connu à ses débuts et qui l'ont suivi dans les hauts comme dans les bas, qui se retrouvent dans ce que crée l'homme et qui l'aiment pour ça. Ceux qui sont touchés par les messages de l'artiste autant que par l'histoire de l'humain, et qui ont compris qu'au milieu de cette immense forêt qu'on appelle la création, c'est souvent les arbres penchés qu'on repère le mieux et qu'on aime le plus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. Cette vidéo, elle était assez particulière autant dans le ton que dans la structure, parce que c'est la première fois dans l'émission que je traite un auteur aussi prolifique et aussi clivant. Et j'espère que le format que je vous ai proposé vous a permis de comprendre qui est cet artiste avec son univers résolument atypique que personnellement, j'aime pas tant que ça. Sur toute la filmographie du monsieur, j'aime peut-être 2 ou 3 de ses films. C'est un univers qui me parle pas et avec lequel j'ai pas d'attache particulière. Mais justement, c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que au-delà des goûts, il y a les faits. Et dire que Burton, c'est un artiste marquant et incontournable de notre époque moderne, ça en est un, sans aucune discussion possible. Et au-delà de ça, je dois bien avouer que j'éprouve un énorme respect pour cet homme, pour ce qu'il a accompli et apporté à la pop culture. Donc j'espère plus que d'habitude que cette vidéo vous aura plu. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si cette histoire vous a inspiré et vous donne à vous aussi l'envie de créer et développer votre univers, vous trouverez dans la description un lien vers le cursus animation d'Artsub. Parce que ouais, Artsub, c'est pas qu'une chaîne YouTube qui vous parle chaque mois de pop culture, c'est aussi et avant tout une école spécialisée dans la création qui propose des cursus dans la direction artistique, le motion design, le jeu vidéo et évidemment l'animation. Le tout au sein de 11 campus répartis un peu partout en France et qui a été élu en 2024 dans le top 3 des meilleures écoles de France. Les cursus, en plus d'être ultra complets, ils mettent justement énormément le focus sur la créativité et la personnalité des étudiants. Donc je peux que vous encourager à aller y jeter un coup d'œil. Sur ce, moi j'en ai terminé, alors je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous
passez de bonnes vacances et surtout, soyez créatifs. Ciao!